Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette table ronde dans le cadre de ce RecTech Day. Sur un sujet aussi structurant que sensible, on va parler innovation en matière de LCBFT. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que les dispositifs LCBFT, ils sont un peu à la croisée des chemins. On a d'un côté des attentes des régulateurs qui se renforcent, avec une nécessaire efficacité prouvée, une réactivité accrue et une meilleure couverture des risques, cela va sans dire. De l'autre, on a des acteurs financiers qui sont confrontés à des flux de données qui se massifient, des typologies de risques qui se complexifient et parfois, ça arrive, une pression sur leurs ressources. Et dans ce contexte, l'innovation technologique paraît être intéressante et elle soulève aussi de nombreuses questions. Parce que finalement, quelles technologies tiennent réellement leurs promesses ? Comment les intégrer sans désorganiser les processus en place? Et l'IA est-elle vraiment prête? Et si oui, sur quel cas d'usage? Donc pour éclairer ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi 4 intervenants de premier plan qui sont issus de la banque, de la technologie, de la conformité. Ils ont la pression là, je les vois. Et je vais les laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Benouali, directeur commercial chez WIRC. Donc WIRC est une entreprise dont le métier est d'accompagner ses clients sur l'automatisation de leurs tâches de back-office et plus précisément sur l'extraction d'informations depuis des documents. Donc à ce titre-là, on accompagne nos clients sur des sujets de conformité et effectivement, on voit depuis plusieurs mois, plusieurs années, des demandes du régulateur qui sont toujours plus diligentes et des charges plus importantes et plus lourdes qui incombent aux établissements financiers. Et on espère que durant cette table ronde, on aura l'occasion de vous partager un peu des bonnes pratiques qu'on a mis en œuvre chez nos clients. Bonjour à tous, Pierre Guillemin, donc la Banque Postale, je suis directeur de la transformation. Pour ceux qui ont assisté à la première table ronde de ce matin avec Dominique Roquayrol, en fait, Dominique Roquayrol est la personne qui m'a embauché pour rejoindre la Banque Postale et pour créer cette fonction de directeur de la transformation à la Banque Postale, à la direction de la conformité. Donc c'était il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, on a été la première direction de la transformation créée à l'échelle de la banque et du groupe. Et si vous l'avez entendu et écouté ce matin, vous avez compris effectivement la vision qu'il avait de, de l'évolution d'une fonction de conformité. Bien sûr, respect de la réglementation, de l'expertise, mais aussi beaucoup de process, beaucoup de traitements, beaucoup d'analyses, et donc des fonctions de production, d'usine, comme on peut en retrouver dans toute la banque. Donc la transfo, c'est quoi? Ce sont les projets, les outils, la data, l'IA et les process. François Josso, merci beaucoup de rester avec nous. Pardon madame, mais merci beaucoup de rester avec nous en cette fin d'après-midi. Donc je travaille pour SAS France et nous on est les machines-outils justement de l'usine de Pierre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on travaille sur la surveillance des opérations, la surveillance des tiers, le filtrage, les problématiques de LCBFT voilà, que vous pouvez rencontrer dans vos établissements. Nous, très modestement, on essaye de les outiller en utilisant notamment les méthodes d'intelligence artificielle. Bonsoir à tous. Je suis Alexis Monnier, je suis CEO d'Afterdata et Afterdata, c'est un éditeur de solutions de conformité. On fait partie du RecTech 100, c'est le club des 100 solutions de conformité les plus innovantes au monde et ça illustre un petit peu notre positionnement aujourd'hui en France. Depuis 8 ans, on équipe des banques, des sociétés de gestion, des brokers, des assureurs avec des solutions de LCBFT, de KYC, de détection d'abus de marché. Et on est ravis de pouvoir discuter avec vous d'innovation réglementaire. Merci à tous. Donc ensemble, on va explorer 4 temps de réflexion et qui vont constituer le fil rouge de cette table ronde. Le premier, donc les promesses technologiques et les cas d'usage métier. Ensuite, leurs intégrations dans les dispositifs opérationnels. Le troisième thème donc, sera le rôle de la réglementation comme cadre ou frein
Voilà, on l'étudiera. Et enfin, le dernier thème, les perspectives d'évolution pour demain. Donc pour attaquer ce premier thème, donc les promesses technologiques, donc ma première question va s'adresser à Alexis. Quelles sont selon toi les innovations technologiques les plus impactantes en LCBFT aujourd'hui et sur quel cas d'usage est-ce que tu souhaites nous éclairer? Et les autres peuvent aussi naturellement compléter. Alors, les innovations technologiques les plus impactantes, la première, en fait, elle a 20 ans. Ça s'appelle le SaaS. Ça fait un peu dinosaure de dire ça, j'ai quelques cheveux blancs. Et à la fois, même si la valeur ajoutée d'avoir des outils en mode SaaS qui évoluent, dont on bénéficie de toutes les nouvelles fonctions, paraît aujourd'hui quelque chose d'évident pour les technophiles que vous êtes, quand on fait des sondages auprès des analystes conformité, aujourd'hui, il y en a encore plus de 50% qui nous disent on a des vieilles solutions on-premise qui bougent tous les 8 ans. Donc c'est pour dire qu'il y a un gros décalage entre l'évolution technologique et l'adoption dans les structures. La deuxième révolution, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, après, que ce soit l'IA, le machine learning, l'IA générative, ça reste une technologie. Et en général, un responsable conformité, ce n'est pas un fan absolu de technologie, sinon il aurait fait une école d'ingénieur informatique et puis il ferait autre chose. Donc ce qui va les intéresser, c'est plutôt ce que ça va apporter au quotidien, quel bénéfice ça va avoir dans son métier, pour ses équipes, pour sa sécurité. Aujourd'hui, dans les choses opérationnelles qui fonctionnent et qui ont vraiment démontré leur efficacité, il y a un premier élément et le gain, c'est diviser par 2 le nombre d'alertes, que ce soit sur du blanchiment, du financement du terrorisme, de l'abus de marché. Et pour ça, pour le coup, le machine learning, c'est une technologie qui est extrêmement efficace et qui permet d'optimiser des scénarios, d'optimiser des règles, d'optimiser des seuils, des segments, des règles. Alors, ce n'est pas le dieu IA et une boîte magique dans laquelle on envoie plein de données et qui génère des choses, parce que ça fait encore rêver beaucoup de monde, mais on commence à se rendre compte que ça ne marche pas comme ça. Mais pour autant, aujourd'hui, dans des solutions modernes, si vous avez des moteurs de proposition d'optimisation de scénarios basés sur de l'IA, on arrive très facilement, et ça se démontre assez simplement, à diviser par 2 le nombre d'alertes, tout en gardant toutes les alertes pertinentes. Ça veut dire concrètement que ce qu'on a enlevé, c'est des faux positifs. Et ça veut dire que quand on met ça en place, on change réellement la vie d'une équipe conformité. Du jour au lendemain, vous avez 2 fois moins d'alertes à traiter. Ça veut dire que vous avez plus de temps pour traiter les alertes en profondeur. Et ça veut dire que vous avez plus confiance quand l'outil vous dit cette transaction, cette personne est à risque, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit réellement à risque. Ça, c'est un premier sujet vraiment important, et ça, c'est des choses qui sont opérationnelles. Un deuxième sujet, ça va être sur le traitement des alertes, parce que même si on a moins d'alertes, il va quand même falloir les traiter. Et là, on a 2 choses qui marchent très très bien. On a le pré-classement des alertes. Pré-classement, ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas l'outil qui va se substituer à l'analyste et vous dire ça, c'est une alerte pertinente. Déjà parce que vous auriez beaucoup de problèmes avec le régulateur. Par contre, l'outil peut vous faire gagner du temps. Il peut vous dire cette alerte, elle ressemble très fortement à des alertes qui habituellement sont classées comme pertinentes pour telle et telle raison, et puis telle alerte, elle est plutôt très très à risque. Ça va permettre de prioriser le travail, ça va permettre d'accélérer le traitement des alertes. Et enfin, dans des choses plus récentes qui marchent très bien, grâce à l'IA générative, on arrive aujourd'hui à proposer des pistes d'audit qui sont pré-rédigées. Pré-rédigées, encore une fois, ça veut dire que ce n'est pas la machine qui prend le pouvoir. Par contre, ça veut dire que la machine va vous proposer une rédaction de piste d'audit qui va être plus précise, plus approfondie, et du coup, le rôle de l'analyse va être de faire du complément, de faire de la relecture, mais va gagner du temps, et avec ça, on gagne à peu près 30% sur le temps de traitement. Sur ces 2 éléments, encore une fois, il n'y a rien de disruptif, c'était l'objet de la question, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Et pour autant, aujourd'hui, on est à peu près à 10% de taux d'adoption dans les structures, dans les gens qui l'ont mis réellement en production à grande échelle. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui sont efficaces, qu'on peut démontrer facilement, mais pour lesquelles on a encore une large marge de manœuvre en termes de déploiement. Merci beaucoup Alexis, il y a beaucoup de choses qui font envie en tout cas. Et Pierre, je vois... Ouais, donc effectivement, je vais rebondir et vous donner un petit peu l'état de l'art, aux différentes expérimentations et passages à l'échelle sur nos différents dispositifs. Il faut que vous sachiez qu'on couvre les différentes thématiques de la conformité, la sécurité financière avec ses 2 composantes, tout ce qui est abus de marché, bon ça c'est les cas d'usage principaux. Sur la fraude, on a une organisation qui est
un peu hybride. Donc, sur chaque thématique, en général, on a un dispositif, un outil. Alors, donc, c'est déjà quelque chose qui est un prérequis, qui est une contrainte. On a des solutions logicielles, en matière d'AML, on a une solution in-house, hein, donc on a développé effectivement un outil sur notre plateforme Big Data. On a pris le même setup sur la partie abus de marché. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, mais on a la volonté, je pense qu'on reviendra un peu plus tard, et ça a été abordé ce matin, de commencer à dégager une vision transversale, holistique, de casser ces différents silos. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, donc il y a des choses qui sont restées en mode expérimental, et c'est souvent d'ailleurs, par rapport aux éléments de setup, c'est souvent effectivement un retard par rapport au passage à l'échelle. Je prends la première expérimentation qu'on a faite, en fait, c'est en matière de sanctions embargo. Donc on a un outil, je pense que beaucoup connaissent et beaucoup ont, hein, parce qu'ils ont été longtemps en situation de monopole, qui s'appelle Fircosoft. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les traites des alertes sont confrontés à un taux de faux positif de 99% en fait. La pertinence et l'efficacité du modèle. Donc on a travaillé en fait sur une expérimentation qui a pris un petit peu de temps par rapport à ce qu'on avait imaginé, parce que comme ça a été dit ce matin, il ne faut pas l'oublier, hein, l'IA, il n'y a pas de magie avec l'IA, hein, les modèles ils font pas de la magie. Si on n'a pas des données de qualité et un socle data effectivement qui vous permet de dérouler vos modèles. Donc ça, les prérequis, on a mis un peu de temps effectivement pour avoir des données de qualité pour entraîner les modèles. Et donc on est arrivé à un taux de réduction légèrement en dessous de 70%. Alors l'objectif systématiquement, hein, c'est qu'on dégrade le modèle de sorte à ce qu'on ne rate jamais un vrai positif. Hein. Ça, c'est clé. possible. Donc on va donc effectivement on perd en général 10 à 15 points. Alors on est resté à ce stade sur la phase d'expérimentation parce que on n'a pas réussi, on y travaille, ça fait partie de nos objectifs à 6 mois, si vous voulez, de réintégrer ça ensuite, les résultats effectivement, dans l'IHM, Fircosoft, dans notre écosystème, ce genre de choses. C'est pour ça qu'à ce stade, c'est certes la première expérimentation qu'on a faite, mais on n'a pas réussi à la passer à l'échelle. Mais je peux vous dire que quand vous affichez 70% de réduction de faux positifs, dire que tout le monde attend ça avec grande impatience. Donc ça, c'est le premier élément. En matière d'AML, on a plusieurs initiatives. On a eu une première initiative, et tu l'as abordé, sur la préqualification, enfin, sur la criticité, effectivement, du niveau. Donc on a une IA, effectivement, qui fonctionne et qui nous permet, effectivement, d'attribuer un des 4 niveaux, effectivement, de criticité de risque. Et on a quelque chose d'encore plus spectaculaire qu'on a mis en prod, et je pense qu'on n'est pas très très nombreux, enfin, tu disais 10%. Donc c'est la prédiction du statut en fait, de l'alerte entre une déclaration de soupçon ou un dossier sans suite. Et donc on a mis en prod effectivement un modèle sur l'AML qui nous permet effectivement d'arriver à un résultat de réduction de 60%. Donc c'est des gains de productivité extrêmement significatifs. Sur l'IAGEN, nous, on a un cas d'usage qui est du pré-remplissage de déclaration de soupçon, un outil, enfin un peu d'aide à la décision. L'expérimentation est en cours, elle est satisfaisante. On passe à la phase d'industrialisation à la fin de l'année, et là encore, enfin, des gains significatifs en termes de productivité. Après, alors on parle beaucoup d'efficacité opérationnelle, hein, mais l'IA, on l'utilise aussi pour améliorer la couverture de nos risques. Et on a aussi, j'en profite parce qu'ils sont dans la salle, une société qui est incubée chez Plateforme 58 à la Banque Postale, donc, qui est spécialisée en IA causale. Dominique en a parlé aussi ce matin, et qui nous aide à la fois pour améliorer notre couverture de risque. Donc on a une expérimentation en cours pour améliorer la couverture de nos risques en matière de financement du terrorisme, avec des très très bons résultats
parce que effectivement, le modèle fourni par Scalnix est supérieur au modèle deep learning qui est en prod. Donc on va passer à la phase d'industrialisation et on imagine aussi, et j'y reviendrai sur les sujets d'explicabilité plus tard aussi, plus de facilité sur les problématiques d'auditabilité et de flexibilité, d'explicabilité. Pardon, un peu long je pense. Merci beaucoup Pierre pour voilà, ce retour d'expérience qui est plutôt encourageant et qui envoie déjà des signaux assez positifs, en tout cas sur les gains opérationnels notamment. Et je vais maintenant passer la main à François. Donc il va nous partager, nous éclairer en tout cas sur les freins potentiels qui pourraient exister à l'implémentation d'outils innovants dans les dispositifs existants. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Pierre, parce qu'effectivement, il l'a évoqué très rapidement. L'un des premiers freins, il peut être technique, technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de l'expérimentation sur de l'IA causale, sur de la Gen AI, etc., les socles qui sont posés chez nos clients ne permettent pas forcément de réaliser, de mettre à l'échelle justement ces nouveaux algorithmes. Parfois, ça se manifeste d'ailleurs extrêmement tard, au moment où on a fait les validations du modèle, sa pertinence, et finalement on ne peut pas le mettre en prod parce que la performance du socle ne le permet pas. Et ce qui est vrai, ce qui peut être vrai dans certains cas à la Banque Postale, est vrai évidemment dans la plupart des établissements de la place, malheureusement. Donc ça c'est un premier frein technologique. Deuxième élément, c'est là un sujet qui peut être lié aussi à l'appréhension du changement, et vraiment au niveau managérial. On a évoqué pendant la journée l'Agentic AI, avec une IA qui commence à être autonome, qui peut prendre des décisions, qui a accès à des outils, et qui peut prendre des rôles notamment de fermeture, d'alerte, de premier niveau, par exemple, lorsqu'on pense notamment aux opérations de filtrage des tiers et des opérations. Dites-moi, confier à une machine une responsabilité qui aujourd'hui revient à l'humain, vous êtes prêts? Votre directeur juridique approuve cela? Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, compte tenu de la pression exercée par les directions générales, notamment sur les directions de conformité, pour réduire les coûts, eh bien effectivement, c'est le type de discussion qui commence à apparaître. Mais il y a la conscience que finalement, au-delà de la transformation technologique, il va y avoir une transformation de l'operating model, tout simplement. C'est-à-dire que l'homme va devoir aussi s'adapter à cette nouvelle, à ces nouveaux paradigmes. Donc, quelque part, il peut y avoir une forme d'appréhension chez nos clients. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que véritablement ça passe à l'échelle? Est-ce que ça va me permettre de réduire mes coûts opérationnels? Parce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, il n'y a pas effectivement que le frein technologique, il y a aussi ce changement. Et puis, la technologie, dans son rapport avec l'humain, et Pierre l'a évoqué, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, il y a la notion d'explicabilité, de confiance, de mesure, de gouvernance finalement de ces nouveaux algorithmes, à qui on va confier des tâches. Là aussi, ça pose quand même pas mal de questions. Il y a une certaine forme d'appréhension, notamment lorsque, et c'était un intervenant précédemment qui évoquait que on sait qu'à 95% on est bon avec certains modèles, mais dans 5% des cas on n'est pas bon, mais on ne sait pas forcément où se situent ces 5% aujourd'hui. Vous savez, ces fameuses hallucinations de ces modèles de nouvelle génération. Donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur cette dimension-là. Donc voilà les principaux freins voilà, que nous, on identifie en tant que partenaire justement des établissements qui se transforment aujourd'hui. Merci beaucoup François, c'est très clair. Donc Daniel, justement, là on va reparler un peu de cet attelage un peu homme-machine, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que tu vois la conciliation des gains d'efficacité avec l'expertise justement humaine dans le traitement, là on est vraiment très opérationnel, dans le traitement des alertes, hein, très basiquement. Ah oui, sur le traitement des alertes ou sur d'autres cas d'usage LCBFT,
Nous, on voit que c'est, donc on l'a dit, les obligations liées à la conformité s'étoffent tous les ans et les diligences sont de plus en plus, nécessitent de plus en plus de ressources. Nous, on va prendre un exemple peut-être un peu plus autour de la conformité KYC, notamment autour des bénéficiaires effectifs. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière dans la salle. Donc les fameuses UBO. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, obligation est faite aux établissements financiers de connaître quelles sont les personnes physiques qui sont derrière leurs clients, personnes morales. Donc la boulangerie du coin va ouvrir un compte à la BNP. La BNP doit savoir quelles sont les personnes physiques qui ont du pouvoir dans cette boulangerie. Alors, quand c'est Madame et Monsieur Dupin qui sont les seuls actionnaires de la boulangerie, c'est relativement simple. Mais quand cette boulangerie est détenue par une holding, il doit faire des diligences nécessaires pour trouver qui est derrière. Et en quelques années, ce qu'on disait, en quelques années, on est passé de, finalement, vous pouviez ouvrir un compte et la banque ou l'établissement financier ne demandait rien. Puis ensuite, il y a eu la 4e directive LCBFT qui a dit, il va falloir, enfin d'abord la 3e, il va falloir collecter qui sont les bénéficiaires effectifs. Donc là, on allait en banque et puis on nous donnait une petite fiche où il fallait déclarer quelles sont les personnes physiques qui détiennent in fine du capital dans votre société. Et puis la 4e directive est arrivée, on a mis en place le registre national des bénéficiaires effectifs, où là on nous a dit, il faut finalement que dans vos systèmes d'information, il y ait cette information à travers le registre. Et maintenant on a la 5e puis la 6e directive, où il va falloir contrôler sur la base de documents probants ce qui est au registre et même déclarer s'il y a un éventuel écart qui est constaté. Finalement tout ça pour dire qu'on est passé sur des diligences qui peuvent prendre sur des dossiers complexes parfois 1 heure, et que doit le faire à la fois pour l'entrée en relation et pour les révisions, etc. Donc tout ça prend du temps. Et chez nos clients, il y avait jusqu'à il y a quelques années certains qui disaient nous on ne le fait pas, ou on collecte que le registre et on fait ça à minima. Ceux qui le font faire par le réseau et ceux qui le font à travers un back-office. Tout ça sur un sujet qui est non trivial. C'est pas simplement trouver des personnes, mais parfois il faut faire une analyse un peu détaillée. Et c'est là justement où j'en viens à votre question sur la complémentarité entre l'IA et l'humain, c'est que finalement, nous, ce qu'on observe chez nos clients les plus performants sur ces sujets d'un point de vue opérationnel, c'est qu'ils ont compris, qu'il y avait nécessité d'automatiser. À la fois, il y avait des vertus sur la réduction des coûts, sur la rapidité avec laquelle ça allait être fait, mais ça amène aussi une forme d'homogénéisation sur les traitements. La lecture d'un dossier ne va pas être la même dans le réseau d'un collaborateur à un autre, et là, ça amène aussi une forme d'homogénéité. Et deux, le point commun qu'on voit chez tous nos clients performants sur ces sujets-là, c'est qu'ils ont accepté que 100% des dossiers n'allaient pas être traités à travers une solution automatisée. Et ça, je pense que c'est un peu le paradigme commun chez eux, c'est qu'ils n'attendent pas d'avoir une solution qui va traiter 100% des cas, et ils s'accordent à dire, si on a quelque chose qui nous fait 80-90% des cas, on est capable de manière complémentaire entre de l'expertise humaine et la machine, d'explorer le meilleur des deux mondes. Voilà un peu sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, je vais m'adresser à Pierre. Donc, on l'a bien compris, et je pense qu'on l'a tous en tête dans cette salle. Innover, oui, mais dans un cadre absolument strictement maîtrisé. Et à ce titre, on aimerait savoir, Pierre, si tu penses et comment la régulation peut être un levier finalement. Alors, je pense que vis-à-vis du régulateur, alors je ne sais pas si ce que je veux dire est politiquement correct, mais ceux qui me connaissent auront l'habitude. On est dans une forme de schizophrénie, en fait. Le régulateur, effectivement, nous pousse à utiliser, bien sûr, les nouvelles technologies, l'IA, a même d'ailleurs lancé des expérimentations au niveau de la place. Certaines, malheureusement, se sont achevées un peu de manière prématurée, notamment à cause des problématiques de CNIL ou ce genre de choses. Donc, sur la couverture des risques, je pense que les choses sont relativement claires. Ils sont persuadés effectivement que les approches IA de machine learning et autres permettent d'améliorer la couverture de nos risques. Ça, je pense qu'il y a peu de débat là-dessus. Là où je pense que il faut que vous sachiez qu'au niveau du groupe, donc Caisse des dépôts, CNP, la Banque Postale, on a entamé effectivement ce dialogue avec le régulateur, plus sur l'aspect effectivement traitement. Parce que il n'y a pas aujourd'hui, le régulateur n'a pas fourni de guidelines
en matière effectivement de traitement d'alerte. Tout à l'heure, je vous dis, enfin, une illustration. Est-ce qu'on peut fermer une alerte effectivement automatiquement sans intervention humaine? Ben, ça aujourd'hui, vous n'avez pas un son de cloche extrêmement fort et extrêmement précis du régulateur, ce qui est un petit peu normal, hein, c'est une matière qui est encore en mouvement, mais forcément, vous imaginez bien effectivement pour les établissements comme les nôtres, la réponse à cette question va être fondamentale. Après, François a parlé d'agentique, et j'en ai pas parlé, mais c'est un sujet qui est cher à mon cœur, avec justement cette autre nature d'IA, ça peut permettre effectivement d'insérer à la fois de l'automatisation et un niveau supérieur effectivement à travers l'orchestration, une amélioration du traitement, et peut-être en dernier ressort, vraiment en bout de chaîne, d'avoir encore une intervention humaine. Donc, vous voyez, c'est cette flexibilité, cette souplesse, et peut-être, et nous on imagine, hein, ça peut être une réponse à ces enjeux-là. Pour être donc complet sur les expérimentations, c'est la dernière que je peux citer, hein, puisqu'on est pilote sur l'agentic, sur le traitement des alertes LCBFT. Donc on a démarré cette expérimentation il y a 3-4 mois. L'agentic peut aussi apporter des éléments qui sont extrêmement importants sur tout ce qui est validation, explicabilité et auditabilité effectivement de ce que font les modèles. Je reviens à nouveau effectivement sur les capacités effectivement nous fournissent de ce point de vue-là l'IA causale, avec des choses très visuelles, très compréhensibles. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement positives. Donc on est dans un entre-deux. Je pense que ça va plutôt dans la bonne direction. Peut-être à nous aussi d'être proactifs pour essayer effectivement de définir avec le régulateur des bonnes pratiques. Mais comme ça a été dit, hein, je pense qu'on n'a pas le choix. Les fonctions de conformité ont des contraintes de moyens, et donc il faut trouver les leviers, les accélérateurs. Et effectivement, l'IA. Alors moi, je crois plus au gain de l'IA prédictive et l'IA agentique, le génératif. Je pense qu'on atteint vite des limites. On n'a pas le choix que d'emprunter ce chemin. Merci en tout cas pour ces convictions qui sont fortes et qui sont basées aussi sur du vécu passé et actuel au travers des expérimentations qui se poursuivent. Donc maintenant, je m'adresse à Alexis. On l'a dit plusieurs fois hein, depuis le début, hein, les attentes du régulateur sont croissantes, notamment en matière d'efficacité, démontrer la robustesse des dispositifs, la maîtrise du cadre opérationnel. Comment, selon toi, ces innovations peuvent permettre de mieux répondre à toutes ces injonctions, à toutes ces attentes? Déjà, je vais rejoindre Pierre sur un sujet. Le régulateur n'impose aucune technologie, ni même aucun outil d'ailleurs. Il y a écrit nulle part qu'il faut avoir un outil dans l'absolu. Vous avez des obligations. Maintenant, les obligations sont telles que, de fait, le fait d'être outillé est plus qu'un prérequis. Et en effet, le régulateur, de par ses nombreuses expérimentations, que ce soit la CPR, Tracfin, l'AMF, quelque part donne la stack technologique cible, puisque les régulateurs sont les premiers à faire des expérimentations, voire à mettre en production des outils basés sur l'intelligence artificielle. Donc même s'ils ne l'imposent pas, ça donne quand même une idée de la direction à suivre, avec évidemment des limites, mais l'idée de mettre en place ces technologies, clairement le régulateur pousse dans ce sens. Après, le régulateur, globalement, ce qu'il demande, il demande d'être exhaustif. Exhaustif, ça veut dire analyser toutes les transactions, toutes les personnes, toutes les activités. Il demande de l'efficacité dans les processus. Ça veut dire que si j'ai beaucoup trop d'alertes, si j'ai 500 alertes par jour et que j'ai 2 personnes pour les traiter, de fait, c'est un aveu du fait que je ne traite rien puisque ce n'est pas possible. Donc il demande de l'efficacité. Et puis après, il demande de la traçabilité. Et si on a couvert ces 3 axes, globalement, les contrôles se passent plutôt mieux. Sur l'exhaustivité, ça paraît évident de dire on va analyser toutes les transactions.
Mais dans la vraie vie, quand vous êtes un assureur et que vous commencez à faire de l'assurance vie, vous avez d'autres problèmes, vous avez d'autres choses à regarder. Vos outils passés, s'ils ne sont pas très souples, ils ne vont pas réussir à suivre cette évolution ou pas réussir à le suivre rapidement. Si vous êtes un acteur financier et que, un peu en catastrophe parce que c'est stratégique commercialement, vous commencez à vous mettre sur un marché des cryptoactifs, vous avez les nouveaux besoins qui arrivent, qui sont mal maîtrisés par les fournisseurs, mal maîtrisés par vous aussi parce que c'est le début. Donc l'exhaustivité des transactions et l'exhaustivité des activités, c'est un vrai sujet et sur lequel le régulateur ne vous ratera pas puisqu'il y a beaucoup de sanctions actuelles, elles sont publiques, qui portent justement sur du défaut de couverture. Donc ça pose une vraie question sur la souplesse de l'outil, sur la capacité de l'outil à s'adapter à de nouvelles données, à de nouveaux risques et avoir un outil qui soit le plus malléable possible. Sur le sujet de l'efficacité, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début sur le machine learning. À partir du moment où vous analysez beaucoup de transactions, beaucoup de personnes, que vous le faites quotidiennement de façon exhaustive, vous allez très vite générer beaucoup d'alertes. Et si vos alertes, si vous avez trop d'alertes ou si ces alertes ne sont pas assez précises, concrètement, vous allez vous mettre en défaut de process. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de sanctions, pas sur des cas qui ont donné lieu à du blanchiment, pas sur des cas sur des personnes qui réellement sont sur une liste OFAC, mais des sanctions sur un défaut de process, parce qu'on vous dit le process que vous avez mis en œuvre n'est pas conforme avec les obligations que vous avez de par l'agrément qu'on vous a délivré. Donc l'efficacité, c'est une demande implicite du régulateur au regard de la stack technologique qui est en cible. Et enfin, la traçabilité. Aujourd'hui, il est difficile de se passer de notions de coffre-fort électronique intégré dans les outils de conformité, mais aujourd'hui, une piste d'audit qui ne serait pas nominative, horodatée et infalsifiable, le traditionnel fichier Excel, ça fait sourire tout le monde, mais je suis sûr que si on faisait un sondage dans la salle, certains savent de quoi je parle. Aujourd'hui, un fichier Excel, c'est systématiquement une amende pour défaut de process, dans 100% des cas, parce que le régulateur considère que vous avez pu le faire la veille, et globalement, il n'apprécie pas tellement cette forte réactivité que vous avez pu déployer au regard de leur future venue. Donc, sur ces trois sujets, on se rend compte que le régulateur pousse vers l'adoption de la technologie, et en effet, il y a un sujet très fort et un choix à faire quand on met en place ce type de technologie, c'est est-ce qu'on veut des outils qui vont conseiller, préconiser, accélérer des décisions, mais qui resteront des décisions humaines, ou est-ce qu'on franchit la barrière et on confie à la machine le fait de pouvoir choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais c'est vraiment une question à se poser dans la stratégie sur l'outil. Est-ce qu'on veut un outil qui choisisse pour nous, ou est-ce qu'on veut un outil qui fasse que j'ai moins d'alertes, qu'on m'emmène au plus près de la décision, mais je veux que ce soit un humain qui garde le choix final. Merci beaucoup Alexis. On va arriver sur le quatrième thème et dernier thème de notre table ronde, donc, et pas des moindres, ce sont les évolutions pour demain. Donc je vais te confier, cette première question. François, quelles évolutions finalement tu imagines à court, moyen terme Alors moi j'imagine rien, j'observe modestement. Non, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui ont déjà été évoquées du point de vue technologique. L'agentic fait beaucoup parler, la GenAI a beaucoup fait parler. Même d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais cet été, il y a une étude du MIT qui est sortie, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui disait que finalement, il y avait 5% des projets de GenAI qui passaient à l'échelle. Voilà. Le fail fast, on vérifie, voilà, ça se vérifie. Et d'ailleurs, très peu de temps après, le Gartner a mis à jour son Hype Cycle, et on voit que la GenAI est au sommet en fait de la courbe et donc va bientôt commencer à décevoir. Voilà, on va rentrer dans ce cycle-là. Bon. Mais néanmoins, on sait qu'après cette phase de déception qui arrive, qui est mécanique, il y aura une phase de maturité. Donc on le voit, et Pierre, dans son rôle, explique très bien justement comment ces nouvelles technologies vont s'intégrer petit à petit dans le quotidien de la conformité. Mais encore une fois, aujourd'hui, les principaux directeurs de conformité avec lesquels j'ai la chance de parler me disent, pour faire simple, je dois faire moins, mieux,
rester indépendant. C'est-à-dire que je dois faire mieux, c'est-à-dire que je dois augmenter ma couverture de risque avec moins d'argent, avec moins de budget, notamment en termes d'OPEX, tout simplement, en budget de fonctionnement. Je dois la réduire parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à des sommets de coûts en termes de conformité, liés à la conformité, des coûts notamment humains, et avec des métiers qui, on va le dire, ne sont pas forcément tous les plus excitants. Lorsque quand vous devez traiter 99% de faux positifs en sortie d'une machine, on ne peut pas dire que ce soit le métier le plus épanouissement de la Terre. Voilà. Et donc, du coup, ce que l'on voit, c'est que effectivement, on attend beaucoup de la technologie et de ses avancées, mais on a aussi appris à s'en méfier. Et c'est un sujet dont j'ai pas beaucoup entendu parler aujourd'hui, donc je pense que c'est une évolution, à mon avis, qui va être assez importante et profonde. C'est-à-dire que pour pouvoir intégrer justement les progrès des startups, des fintechs, etc., il va falloir avoir des systèmes qui doivent être beaucoup plus ouverts. Donc on parle d'API first, justement, on parle de ces systèmes qui doivent être capables à un moment donné d'être très agiles pour pouvoir intégrer l'innovation. Et une innovation qui peut venir justement de l'externe. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et néanmoins, il y a ce souci de, à un moment donné, se dire je dois malgré tout rester indépendant, ne pas devenir, par exemple, dépendant d'un cloud provider, d'un grand Google, d'un Amazon. Si je les utilise, je sais pourquoi je le fais et je sais quel risque je le fais, pour quelle raison je le fais, et quel risque je prends. Et je dois le faire en conscience. Ce n'est pas quelque chose qui doit m'être imposé comme étant une technologie sous-jacente, etc., apportée par une forme de cheval de Troie. Il y a un souci, un vrai souci des directeurs de conformité là-dessus. Donc, il y a cette volonté de véritablement, je pense, renforcer les contrôles en amont par rapport à cela. Et de s'assurer que les différentes briques technologiques vont pouvoir bien cohabiter. Faire plus, faire mieux avec moins, c'est aussi faire converger des sujets qui sont quand même très proches. La fraude, le blanchiment, le financement du terrorisme. Ces plateformes, on le voit, elles ont des fonctions communes. Il y a des usages qui sont communs. Et bien souvent, la barrière aujourd'hui, elle est pas tant dans le schéma que l'on identifie que dans l'organisation interne qui a monté des murailles de Chine. Voilà, c'est historique. C'est pas quelque chose qui est nécessairement, d'ailleurs, encore aujourd'hui désiré. Et donc, je pense qu'on va voir ces murailles de Chine tomber. Je crois que c'est BNP Paribas, notamment, qui a décidé de mettre en commun ces data scientists, justement, côté fraude et côté conformité, pour voir dans quelle mesure on ne pouvait pas constituer, justement, déjà des équipes communes, alors que pourtant, ce sont bien deux directions différentes. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, ce souci de souveraineté, d'autonomie, aujourd'hui, on le voit, on le sent. D'ailleurs, les équipes de Pierre n'existaient pas en 2003, quand j'ai commencé à bosser sur ces sujets-là. Voilà. C'est vrai qu'on attendait la solution miracle qui fasse tout. Et là, aujourd'hui, effectivement, des banques comme la Banque Postale ont pris leur destin en main, effectivement, et sont extrêmement actives et maîtrisent leur destin technologique. Donc il y a eu cette prise de conscience. Voilà. Autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Et pour cette dernière question, donc je vais m'adresser à Daniel et Pierre peut-être pourra rebondir. Si on parle des RegTech, quel est finalement leur rôle dans toutes les transformations qu'on a évoquées? Est-ce qu'on parle de disruption, en travaillant avec des RegTech, ou bien on parle plutôt de s'intégrer dans l'écosystème des institutions? Merci pour la question. Alors nous, pour reprendre notre exemple, on est vraiment sur un sujet d'efficacité opérationnelle. Donc, a priori, pas de disruption. On voit beaucoup de la disruption autour des sujets d'expérience client,
où là on va être en capacité d'aller attaquer un marché, plus rarement sur les sujets opérationnels, quoique. Donc de mon point de vue, notre thématique n'est pas tellement sur disruption ou intégration, mais elle va plutôt être de l'ordre, en tout cas ce que je sens qui se joue aujourd'hui, plutôt être de l'ordre de mutualisation ou coopération versus personnalisation. Je vais prendre un exemple très précis, je vais vous partager. Donc chez nous, on va avoir l'un de nos clients qui va nous confier donc l'étude d'un dossier lundi matin. Alors évidemment, ça vient à travers des API, il y en a des milliers par jour. Mais on a un dossier qui va nous être confié par le Crédit Agricole, par exemple, et donc on va l'étudier, donc on va aller faire l'acquisition de la donnée, des documents, on va lire automatiquement les documents, trouver les actionnaires, remonter la chaîne, trouver les PPE, etc. etc. Mercredi, et on va livrer notre client. Mercredi matin, Allianz va nous demander finalement l'étude de ce même dossier, ce qui ne paraît pas complètement incongru, puisqu'une société qui va ouvrir, dans le cadre d'une entrée en relation, elle va à la fois ouvrir son compte bancaire et prendre une assurance. Et du coup, mercredi matin, on va rebelote, faire l'acquisition de la donnée auprès des greffes, faire l'acquisition du documentaire, le lire, remonter la chaîne de détention et trouver les bénéficiaires effectifs. Et donc c'est là où nous, on trouve que finalement, il y a quelque chose qui, en tout cas en termes d'évolution, qui va peut-être se jouer sur la coopération ou la mutualisation, c'est que probablement, il y a la place pour des services communautarisés, des tiers de confiance, peut-être interbancaires, interétablissements financiers. Donc plutôt que de la distribution, je pense qu'il y aurait de la place pour des formes d'opérateurs, comme aujourd'hui on a par exemple les greffes, qui est un organe centralisé, un tiers de confiance. Probablement que demain, on verra l'émergence d'acteurs tiers de confiance, justement sur ces sujets de conformité, et qui pourraient mutualiser l'ensemble de ces traitements, qui permettraient également de rationaliser les coûts, tout en préservant l'exhaustivité des diligences qu'on doit mener. Enfin, alors moi je pense plus qu'on est de l'ordre de la disruption. Encore une fois, je pense que alors il y a beaucoup de, comme l'a dit François, le sujet agentique est un peu le sujet hype. Donc il y a beaucoup de papiers, de bons papiers, notamment celui de François, il y a Gartner, ce genre de choses. Et je vous engage à lire le papier qu'a sorti McKinsey, je crois que c'était au mois d'août. Essayez de le trouver, je crois que c'est public. Et donc justement, il était sur l'IA agentique et il disait les thématiques sur lesquelles effectivement l'agentique était particulièrement adaptée. Et vous verrez justement sur les axes économie, efficacité, et vous verrez que tout en haut à droite, effectivement, du graphique, donc au plus haut, vous allez trouver ce qui est risque de crédit, financial crime, fraude et ce genre de choses. Pourquoi de la disruption ? Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a le Reg Tech Day. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et j'en ai cité un, je ne vais pas le reciter, qui est en situation monopolistique, mais qui n'a pas forcément, alors déjà qui vous met dans un silo. Donc déjà, je pense qu'effectivement, la logique de silo n'est plus la bonne approche. Il faut vraiment avoir une autre approche. Donc je pense que disruption parce qu'il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle opérationnel, donc il faut casser ces silos effectivement en termes d'équipe. Une nouvelle illustration, alors chez LBP on a la caractéristique que la fraude soit rattachée à la conformité. Sachez que l'ensemble des dispositifs d'alerting sur les différentes thématiques fraude, sanctions, AML, anticorruption, abus de marché, négatif, on fait aussi un peu de negative news, c'est 200 personnes. On a 200 personnes font du traitement d'alerte de premier niveau et de deuxième niveau sur effectivement l'ensemble. Vous imaginez bien qu'en termes d'efficacité opérationnelle, c'est un beau cas d'usage. Donc, pourquoi disruption ? On a des éditeurs comme effectivement Afterdata, il y a Comply aussi que j'ai vu, qui effectivement sont en capacité de vous fournir une offre beaucoup plus transversale, appuyée d'ailleurs sur un socle data extrêmement. Il y a aussi Shops, non, c'est plutôt. Donc, ça peut être une bonne cible à poursuivre. Et sinon, vous pouvez avoir aussi, on peut être en mode hybride. Vous avez effectivement, parce que ce qui est fondamental, c'est votre data.
votre socle data. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On gère à peu près toujours la même chose, hein, des transactions, des statiques data, les données KYC, bien sûr, plein de pièces qui permettent de faire les analyses, des données externes, mais finalement, grosso modo, on gère essentiellement de la data. Et donc, si vous avez un socle data robuste, après, effectivement, avec l'IA prédictive, vous pouvez complètement, IA causal, vous pouvez complètement revoir effectivement la façon dont vous appréhendez à la fois votre organisation et donc l'architecture et l'urbanisation qui va sous-tendre. Enfin, pardon, je suis un peu long. Je reviens quand même, ce qui est quand même fondamental, enfin, c'est pas la conformité. Par la conformité, ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, encore cet après-midi. Bien évidemment, tout ça s'inscrit, enfin, on parle de conformité native, mais tout ça, effectivement, doit remonter au plus haut, enfin, entrer en relation, processus de KYC, enfin, ce genre de choses. Hein. C'est pas, le raisonnement ne se limite pas. On peut faire de l'agentique, et nous, on fait de l'agentique aujourd'hui sur le traitement des alertes LCBFT, mais bien sûr, l'idée ensuite, c'est remonter sur un processus de bout en bout qui permettent d'optimiser. Merci beaucoup. Ce qui ressort des échanges, riches, éclairants, intéressants, et puis concrets aussi, sur les retours d'expérience, c'est que l'innovation, en matière de LCBFT, ça valait la peine d'en parler aujourd'hui avec vous, mais elle doit quand même être pensée avec beaucoup d'attention, de précision, de cadre, de maîtrise, mais en tout cas, elle s'inscrit vraiment dans une dynamique plutôt d'avenir et même, je dirais même actuelle, d'après ce que vous nous avez partagé. Donc ce que je vous propose, c'est juste de vous laisser peut-être le mot de la fin à chacun pour terminer. On va libérer nos invités. Ouais, alors peut-être pour partager sur un mot de la fin, nous, trois mini-thématiques qu'on pense être clés dans le cadre d'un projet mené avec succès sur cette thématique-là. On pense qu'il n'y a pas d'IA qui est capable de traiter encore de manière holistique l'ensemble des sujets. Et donc, la bonne définition du périmètre projet, de ne pas prendre un projet trop large ni trop fin, va permettre déjà de cadrer correctement ce qui va être possible d'automatiser. 2, on voit une forme de compétition parfois en interne entre les équipes tech et les équipes métiers. Les premières pensant mieux connaître et savoir déjà tout automatiser, et les secondes croyant que finalement leur expertise est irremplaçable. Et donc il y a un sujet, de confiance inter-équipe et de pilotage. Et le dernier point, c'est peut-être le facteur clé de succès, c'est de ne pas attendre d'avoir une solution capable de traiter l'intégralité de votre flux avant d'y passer, et de savoir mettre en place les procédures qui vont être en capacité de traiter automatiquement une part significative de votre flux. Ça peut être un flux conformité, mais je pense que c'est pareil pour les alertes AML, et d'avoir donc dans cette procédure la capacité de faire une récupération lorsque le sujet devient trop complexe par vos équipes. Voilà pour moi. Merci. Alors, moi, je resterai sur l'agentique. Alors, attention, ne pensez pas que je vois de l'IA partout, l'IA magique, et qu'il n'y a plus d'humain. Donc, l'agentique, c'est un outil d'aide à la décision, comme ça a été indiqué. En revanche, en termes de transformation du modèle opérationnel, c'est beaucoup de conduite du changement, c'est beaucoup de nouvelles fonctions. Aujourd'hui, on a des comités de validation de modèles pour améliorer la couverture de nos risques. Quand on met un modèle de prédiction, de préqualification d'alerte, il faut aussi regarder effectivement, entraîner le modèle, voir effectivement s'il n'y a pas de dérive du modèle et suivre ce modèle. Donc c'est d'autres rôles, d'autres fonctions. Alors aujourd'hui, vous avez des data scientists, vous avez des maîtrises d'ouvrage, mais c'est nécessaire, c'est probablement aussi des fonctions qui vont évoluer. Bien évidemment, être en capacité de dialoguer avec les analystes, parce que plus on pousse loin dans la complexité, plus on a besoin effectivement que les gens qui vont traiter l'analyse, et l'analyse étant de plus en plus poussée potentiellement, puissent prendre des décisions en bonne connaissance. Et donc l'humain reste au cœur du dispositif. Vous ne me prenez vraiment pas sur le sens de mon propos. Et la dernière chose que je dirais, c'est, je voudrais vous citer, et ça a été dit par François, je pense qu'il y a aussi, je reste sur l'agentique, c'est attention parce que l'IA aussi, ça peut être un moyen, ça l'est déjà, on a parlé des deepfakes et ce genre de choses,
mais c'est aussi un moyen pour la criminalité d'avoir plus de moyens. Et je vous citerai, j'avais bien aimé, j'avais eu la chance d'assister à une conférence organisée par TRM, qui est une société spécialisée dans tout ce qui est crypto. Et le CEO, en fait, qui avait fait sa conclusion sur l'agentique, il nous avait dit, mais vous le savez, aujourd'hui, il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de criminalité et le nombre de criminels. Et vous voyez, avec l'agentique, on peut imaginer qu'on puisse créer des criminels. Il faut aussi se préparer à ce type d'enjeu et à ce type. Merci beaucoup, François. Je pense qu'on a tous acquis la conviction que l'innovation va avoir des impacts profonds. J'aime beaucoup un mot chez les militaires qui s'appelle, ils ont tendance à théoriser les rétex autour d'un spectre d'analyse qu'ils appellent DORES. DORES, c'est pour doctrine, organisation, ressources, équipement, support, entraînement. Et donc, une capacité, elle est définie selon ces dimensions-là. Et aujourd'hui, si l'on se dit qu'effectivement, l'IA agentique va transformer nos vies, que demain, le quantum computing va permettre de rendre accessible, va permettre de rendre réalistes des algorithmes qui aujourd'hui ne le sont pas. Il faut s'attendre à des transformations profondes. Et DORES, justement, permet d'éclairer la façon dont on peut justement concevoir, penser ces transformations. Donc, la doctrine. C'est-à-dire, ça va changer nos méthodes de travail. 2, le O pour organisation. Ça va changer la façon dont on va opérer. 3, les ressources, c'est notamment les ressources humaines. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Ce ne seront pas forcément les mêmes aujourd'hui et demain. L'équipement, lui, naturellement, la technologie, on l'a évoqué, elle va évoluer, mais il faut être capable de l'accueillir. Donc on va parler de componentisation, on va parler d'API first, on va parler de souveraineté, d'autonomie. C'est-à-dire que demain, Pierre n'est plus satisfait par tel ou tel composant dans son architecture, il doit pouvoir décider de tirer la prise et de rebrancher un nouveau composant. Ça va loin quand même en termes aujourd'hui de concept. Le support, parce que toute cette transformation, évidemment, le support ne va plus être le même. Il va falloir être capable notamment de gérer les exceptions. Et là, la place de l'humain, évidemment, elle est prépondérante. Même quand on va avoir justement mis en place l'agentic AI. Quand l'agentic arrive en limite, comment fait-on pour traiter l'exception? Et enfin, tout ce qui est entraînement. Entraînement non seulement de ses collaborateurs, leur formation continue, etc., mais aussi entraînement des machines. Voilà, ça c'est encore un vaste sujet. Merci beaucoup. Et enfin, Alexis. Pour finir, du coup, on a vu aujourd'hui de très nombreuses innovations, certaines qui vont arriver à moyen terme, d'autres à long terme, mais vous avez déjà aujourd'hui de très nombreuses innovations technologiques qui sont opérationnelles, qui sont testées, démontrées, prêtes à l'emploi, et on peut vraiment optimiser très fortement la conformité financière, la conformité assurantielle, avec des choses qui sont dès à présent opérationnelles. Et je serais ravi de continuer à en discuter avec vous sur le stand After Data juste après. Merci beaucoup à tous et merci à nos intervenants.